à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la Nîmes Web TV, donc la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. On se retrouve aujourd'hui pour un live un petit peu spécial puisqu'on est dans le cadre d'un événement qui s'est déroulé toute la journée au sein de nos locaux. Donc vous le voyez, donc je ne suis pas tout seul, je reviens dans 2 secondes vers nos invités. On a des posters aussi derrière nous. Alors aujourd'hui c'était le Spring Day, c'était une journée qui avait vocation à mettre en avant les travaux des doctorants de l'université. Donc ils ont eu l'occasion ce matin de présenter leurs travaux avec en appui un poster pour une durée de 500 secondes. Et on avait également des doctorants qui venaient d'établissements étrangers. On avait des doctorants d'Ostrava, on avait des doctorants de Porto, un doctorant de Londres qui sont venus aussi présenter en distanciel leurs travaux. Donc on met un petit peu à l'honneur toute cette démarche de recherche. Et pour ouvrir un petit peu les esprits sur des nouvelles thématiques ou sur des thématiques qui sont au moins très identifiantes pour l'université, on a eu le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick Lagadec qui nous accompagne aujourd'hui pour ce live pour discuter de risques de manière générale, mais on va en discuter un petit peu plus en détail. Donc, bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être présents. Bonjour. Bonjour. Donc je suis accompagné de Patrick Lagadec et Béatrice Gisclard. Je vais peut-être vous demander de vous présenter en 2 mots, comme ça m'évite de dire des bêtises sur vous, c'est peut-être plus simple. Bien, bonjour, donc Béatrice Gisclard, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Nîmes. Je suis maîtresse de conférences en design et mes objets de recherche portent sur la question des risques et des risques naturels et la question de l'alerte. Donc j'ai effectivement eu le plaisir de connaître Patrick Lagadec à travers ses travaux, bien sûr, et également dans le cadre d'un colloque qu'on avait organisé il y a quelques années sur justement l'alerte aux populations. Merci Béatrice. Eh bien, bonjour, Patrick Lagadec. Donc, moi, j'ai un double exercice d'activité qui était à la fois de la recherche, qui était ma dominante, mais pour pouvoir faire cette recherche sur des thèmes comme les grands risques ou les crises, je suis intervenu avec beaucoup de personnalités assez remarquables du monde industriel ou public, avec lesquelles on a pu faire beaucoup d'inventions, de nouveaux moyens, de nouvelles façons de voir les sujets, les difficultés, et pour également inventer des techniques, des modalités, des méthodes qui permettent aujourd'hui de faire face à des risques de plus en plus complexes, hybrides, surprenants. Et c'était ça le défi, non pas seulement d'avoir une liste de réponses, mais la capacité à se poser des questions pour pouvoir aller de l'avant et tracer des routes dans un futur un peu compliqué. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle à tous et à toutes qu'on est en live, donc vous avez un chat sur le côté de l'écran. Si vous avez des questions, des remarques, des interventions, on est là pour y répondre, donc n'hésitez pas à participer. Ça nous fera plaisir d'échanger un petit peu avec vous tous. Peut-être on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur les risques. Moi, j'aimerais bien commencer peut-être avec une question très générale, donc c'est pas du tout un piège, mais aujourd'hui dans vos activités, si justement vous deviez retenir une motivation, une question fondamentale que vous aimez vous poser dans le cadre de vos activités, ce serait laquelle? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Peut-être, je sais pas, Béatrice, si tu veux commencer. Je vais commencer comme ça, Patrick aura largement l'espace de développer. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est comment on intègre les habitants, les populations, nous tous, dans ces questions de crise et de risques, parce que justement les risques et les catastrophes auxquelles on fait face tous collectivement sont d'une telle ampleur, et puis effectivement Patrick en reparlera par la suite, concerne sont multidimensionnels, avec des complexités scalaires très importantes, et on ne peut plus se dire qu'il y a d'un côté les gestionnaires et de l'autre côté les populations. Et en fait, dans quelle mesure et comment fait-on pour justement faire face collectivement, et comment on apprend les uns des autres? Et donc, moi, c'est vraiment effectivement ces questions-là qui m'occupent, comment on intègre les populations dans la prévention et la gestion des risques.
et évidemment avec ma formation en design qui permettent d'ouvrir de nouvelles pistes à l'intégration des habitants, parce que justement, on le voit bien, l'actualité tous les jours nous le rappelle, on sait ce que c'est qu'une inondation, mais les formats d'inondation ou de canicule ou de catastrophes technologiques qui se présentent actuellement sont hors des façons de penser traditionnelles. Et pour ça, on a besoin effectivement de dépasser ces cadres-là et de faire appel à ce mot qu'on utilise régulièrement, mais qui finalement on a du mal à saisir, quelle est cette intelligence collective qui nous permettra de nous adapter à ces catastrophes multiples. Merci. Oui, ben, exactement dans cette ligne. Moi, ce qui me frappe, c'est que on définit souvent les risques, les crises par un certain nombre d'incidents, d'accidents qui pourraient se produire et pour lesquels, heureusement, on est armé, pour lesquels il y a des réponses, il y a des plans, etc. Moi, je crois qu'on est de plus en plus confronté à des véritables crises. Ce que j'appelle crise, c'est la destruction des références. Les fondamentaux ne tiennent plus. Comment je fais pour préparer les populations, les responsables, les collectifs aussi bien dans le monde privé que dans le monde public, à traiter intelligemment et d'une façon inventive des situations qui sont inédites et pour lesquelles il n'y a pas les réponses. Et la vraie question, c'est comment on se pose des questions avant que ça arrive, pendant que ça arrive, et après pour essayer d'apprendre et de faire toujours mieux. On est dans des dynamiques extrêmement rapides aujourd'hui, et c'est plus l'accident spécifique, ce sont des risques d'engloutissement systémique, comme on l'a vu sur le Covid, comme on l'a vu, voilà. Et c'est ça, et c'est très loin de nos pratiques, de nos cultures intellectuelles, de nos cultures psychiques même, d'accepter qu'il existe des mises en cause assez fondamentales sur lesquelles il faut réagir intelligemment. Et il ne s'agit pas de presser sur un bouton, c'est comment je me prépare avec d'autres pour réagir d'une manière intelligente à des situations inédites. Et ça nous occupe, j'ai envie de rajouter, ça nous occupe aussi dans le milieu de la recherche qui finalement appelle régulièrement de ses voeux l'interdisciplinarité et qui a encore des difficultés parce que c'est compliqué d'arriver à faire dialoguer les différentes disciplines, les différentes sciences. On a des façons d'approcher les choses qui sont différentes et qui constituent également la diversité. Et que justement, face aux crises que décrit Patrick Lagadec, c'est qu'effectivement, on doit sortir des référentiels et on doit faire l'effort d'aller se comprendre les uns les autres pour essayer de bâtir ensemble des réponses qui soient, en tout cas des propositions, qui puissent être véritablement interdisciplinaires et bénéficier de tous les connaissances et les apprentissages des uns et des autres. Donc, la recherche aussi est concernée par cet aspect-là. C'est intéressant que tu parles d'interdisciplinarité. Moi, j'ai une question que je me pose aussi par rapport à ça. C'est que, Monsieur Lagadec, vous avez été quand même précurseur, on va dire, dans vos démarches autour de la question du risque en général. Comment ça se formalise? Comment on arrive à étudier un domaine qui n'existe pas encore vraiment ou dont on a encore un petit peu que les prémices? Comment dans une carrière on donne une orientation comme ça vers une thématique alors que bon, on est peut-être un petit peu isolé, on est un petit peu seul au début et justement quand on est face à une discipline, ou à un thème plutôt, qui fait appel à beaucoup d'interdisciplinarité et où la collaboration est extrêmement importante. Il y avait un des responsables que j'avais rencontré tout à fait au début qui m'avait dit j'ai un seul conseil, restez pas seul. Et donc j'ai passé ma vie à aller chercher des gens de la recherche ou de l'intervention qui avaient cet appétit pour ce qui n'était pas déjà collationné dans des plans ou dans des réflexions. Et je me rappelle de cette figure qu'on connaît bien de Corantelli qui a ouvert tout un champ de recherche en sociologie des désastres. Ce qui est intéressant, je disais, l'armée est venue me chercher en 1950 pour que je puisse faire des travaux pour montrer à quel point il fallait qu'on dresse les populations à l'intérieur d'oukases données par les autorités. Et on est venu me chercher pour ça. J'ai fait l'inverse toute ma vie en disant mais vous n'arriverez pas à faire tomber du haut ce qu'il faut faire. Il faut travailler avec les populations et en plus, vous allez apprendre beaucoup. Bon, c'est cette
cette recherche permanente avec des personnes qui ont affronté avec courage des questions euh, pour lesquelles on avait déjà toutes les réponses, mais elles étaient fausses. Travailler avec ces gens-là, et je l'ai fait dans l'industrie également, avec EDF, quand on a lancé ces forces de réflexion rapide, ça s'était jamais fait. Mais tac, ou quand on a décidé d'aller faire du retour d'expérience sur Katrina, sur Toronto et le SRAS, etc., avec des gens qui sont capables de prendre la décision en 30 secondes. Et on était dans l'avion 48 heures après. Voilà, c'est cette dynamique que j'ai toujours recherchée pour aller de l'avant et non pas en défense perpétuelle sur le mode où vous n'y pensez pas, etc., etc. Justement, c'est à ça qu'on y pense. Et là, on peut avancer beaucoup, mais c'est très dépendant de personnalités qui n'ont pas peur et qui sont là pour justement faire un travail de responsabilité collective tout à fait passionnant. Très bien, je vois un peu mieux comment tout ça peut arriver à se formaliser, mais c'est vrai que c'est beaucoup de complexité, une émergence comme ça de disciplines. On va peut-être avancer dans le temps, dans la construction de la discipline. Si vous aviez juste quelques enseignements forts dans cette discipline de gestion de crise, de gestion des risques, et même pour toi Béatrice, hein, d'implication des populations dans cette gestion-là. Euh, Quels ont été les points qui ont peut-être créé un petit peu des bascules chez vous de compréhension de certaines thématiques? On sait que souvent la recherche, ça se fait comme ça. On arrive à des échéances, pardon, on comprend un phénomène, on comprend des comportements qui peuvent se produire. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont pu se produire chez vous? Ça, je reprends parce que j'avais beaucoup lu les travaux de Patrick Legadec. Déjà, on sait qu'on ne sait pas. Donc, on va chercher. Donc, c'est de voir effectivement du côté des. Si je prends par exemple les populations, c'est de pouvoir d'abord travailler. Avec des collègues, on avait travaillé sur le risque canicule. Et en fait, on était parti au départ en disant qu'est-ce que les gens savent déjà sur ce risque? Parce que finalement, comme beaucoup de catastrophes naturelles, enfin beaucoup de risques naturels, pardon, c'est quelque chose qui existe. Enfin, une inondation, voilà, ou même une éruption volcanique, on va dire que ça existe. Donc il y a déjà des savoirs qui ont été oubliés, qui ont été méprisés parce que justement ça venait pas de décisionnaires reconnus. Et donc déjà la première chose c'est d'aller écouter. Je pense que ça c'est intéressant parce que finalement il y a des savoirs ancestraux, il y a des choses à dire, de dire aussi que justement on ne sait pas tout et donc et puis on peut se tromper. Et on se trompera toujours, et même les plus grands, et même les personnes les plus sachantes, en fait, se trompent, et d'avoir la capacité, d'où l'intérêt des retours d'expérience, en fait, en lisant les rapports. Et l'État, ceci étant, l'État français fait ça très bien. C'est peut-être pas toujours super bien géré dans la crise, mais en tout cas, il y a des rapports assez remarquables qui sont malheureusement pas assez lus pour dire où est-ce qu'on s'est trompé et voir quels enseignements on peut en retirer. Donc ça, ce serait les premiers éléments, mais je laisse Patrick rebondir là-dessus. En écoutant Béatrice, j'avais deux exemples qui venaient à l'esprit. L'un, très grassroots, au niveau du terrain. C'est un ami que l'UNICEF a envoyé en Afrique parce qu'il y avait une situation épouvantable dans des camps. Et on lui a dit, vous allez aller sur place. Alors, de grâce, ne faites pas de rapport, ça ne sert à rien. Revenez avec une idée si vous en avez une. Il est allé et il est revenu en disant ceci. La situation est vraiment dramatique. Le problème que vous avez, c'est que vous adressez uniquement aux hommes qui sont dans les camps. Ils sont tous en post-traumatique, vous n'en sortirez rien. Les seuls leviers que vous avez, ce sont les femmes dans les camps, parce qu'elles ont créé entre elles des réseaux pour nourrir leurs gamins. Donc allez-y. Mais là, vous avez 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est fini. Parce qu'elles seront éteintes. Donc voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est des idées, mais c'est de la perle, c'est extraordinaire. Et c'est, voilà, et vous avez tel temps. Un autre exemple totalement différent, je prends le conseiller spécial du patron de la FEMA, la sécurité civile américaine, qui au moment de Sandy,
le grand ouragan qui avait touché New York et autres, avait créé 3 cellules. La première, détection des failles. C'est extraordinaire, parce que en général, les autorités disent ben, non, c'est parfait. Détection des failles. Détection des initiatives émergentes qui viennent du terrain, justement, pour qu'on puisse les aider. Si jamais c'est vraiment catastrophique s'il y a du terrain, on sait comment aussi dire peut-être pas ça. Mais j'écoute. Ça, c'était la leçon du 11 septembre, dans lequel les ferries à New York ont évacué entre 200 000 et 500 000 personnes et qui ont sauvé ces gens-là. Et c'était pas prévu. Ils l'ont fait comme ça. Et la troisième, c'est une cellule invention. Comment je peux, dans une situation, inventer quelque chose avec d'autres. C'est absolument génial. Cette capacité à avoir mis ce genre de capacité organisationnelle au service du patron de la FEMA. C'est très très fort. Donc aussi bien, mon premier exemple, allez sur le terrain, faites pas de rapport, donnez-nous une idée si vous en trouvez une, et l'autre, en organisation, quelque chose de tout à fait nouveau. Ça, je trouve ça absolument fabuleux, et c'est ça que je recherche, moi. Donnez-moi des idées pour essayer de mettre la main sur ces inédits qui sont aujourd'hui très, très déstabilisants que nous avons. La réponse, elle est dans la créativité, et pas dans le papier. Et comment est-ce que vous avez des pistes à donner sur comment on génère cette créativité, comment on compose une cellule de crise, comment, je ne sais pas si ça peut venir de la composition, est-ce qu'il y a des méthodes particulières, est-ce qu'il y a des choses qui favorisent en fait de la création d'un écosystème qui permet de répondre avec un peu de créativité à tout ça? Le point clé pour moi, c'est que est-ce que l'organisation a favorisé l'émergence et le développement de personnalités qui sont capables d'inventer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pas du tout évident parce que, en général, les organisations n'aiment pas beaucoup ça. Ce qu'elles aiment, c'est quelque chose, comme me disait un cadre, ici, c'est comme le Mikado, le premier qui bouge, il a perdu. Donc, si on est là-dedans, on ne peut pas traiter les problèmes d'aujourd'hui. C'est plutôt comment je valorise des gens qui seront capables d'entraîner d'autres personnes. Et comme disait le philosophe théologien Maurice Bellet, il disait la grande question, ce sera de savoir poser des questions, qui le fait même de poser des questions ouvrira des champs pour lesquels on sera intelligent ensemble et pas seulement d'avoir des réponses. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et après, on peut bâtir des méthodes. Force de réflexion rapide, il y a des méthodes. Aujourd'hui, moi, je travaille plus sur comment on peut faire face à des engloutissements, comment on peut mettre des capacités nouvelles au niveau de l'Europe, par exemple, pour être capable non pas de réfléchir sur des crises, mais sur des navigations à long cours dans un système de plus en plus chaotique. On peut mettre en place des choses comme ça, mais le point de départ, c'est est-ce que j'ai favorisé l'émergence et la venue de personnalités qui sont capables d'affronter ce genre de difficultés et d'entraîner les autres sur l'affrontement de ces difficultés. C'est ça pour moi l'enjeu. Je pensais même au niveau organisationnel de pouvoir faire entendre toutes les voix. Alors, c'est pas que tout le monde est au même niveau, que tout le monde se vaut, etc. Mais d'être en capacité, dans une organisation quelle qu'elle soit, c'est d'écouter aussi bien je sais pas, le concierge que le CEO, que des cadres dirigeants, que les administratifs. Et c'est de se dire que tous, individuellement, ont quelque chose à dire. Même s'ils ne sont pas tous sachants sur quelque chose, mais justement face à, on le voit, à l'ère de l'Anthropocène, on est tous concernés. Il n'y a plus personne qui peut se prémunir des catastrophes. Et hormis quelques milliardaires qui pensent qu'enfermés dans leur bunker sur une île, ils vont pouvoir échapper. Mais il y a un moment, ça n'a juste pas de sens. Et d'être en capacité d'écouter des choses qu'on n'aurait pas écoutées. Et j'aimais bien ce que Patrick Lagadec a dit là dans la conférence qu'il vient de faire. C'est plus seulement les signaux faibles, parce que ça finalement on l'a déjà dit, mais des signaux étrangers, c'est-à-dire au sens étonnant, surprenant, c'est-à-dire des choses auxquelles on n'aurait pas prêté attention et que finalement cette intelligence, elle va naître justement de cet ensemble. Pas de renverser intégralement en disant on n'écoute plus le dirigeant et on n'écoute que certaines personnes, mais c'est de dire c'est un ensemble et on n'écoute surtout pas que le dirigeant,
au sens global du terme. Et c'est pareil, moi je travaille beaucoup sur comment dirais-je, des communes et des territoires, et forcément, spontanément, on va tout de suite s'adresser aux maires, et forcément qu'il faut un maire, une mairesse. Mais en fait, l'idée d'aller voir les habitants, c'est de dire que tout le monde habite sur cette commune, et que finalement, peut-être qu'à un moment, il peut y avoir justement quelque chose d'un peu divergent, dont naîtra l'étincelle qui permettra d'ouvrir à des idées différentes. Et donc un travail de fond important pour rester attentif en fait à tout ce qui se passe, et une capacité d'écoute qui peut permettre de trouver des solutions innovantes aussi, pas forcément là où on aurait tendance à les chercher. Est-ce que, et ça me fait penser, on avait fait un live, je sais pas si tu te souviens Béatrice, c'était il y a 1 an et demi là, pour la journée de la résilience. Je me souviens qu'on a eu pas mal de discussions sur qu'est-ce que c'est que la résilience, comment on s'approprie cette notion, et finalement, est-ce que on n'associe pas trop la résilience avec la gestion de crise en fait? Est-ce que finalement, le risque de ces démarches-là, c'est pas de se dire finalement les solutions, elles apparaissent quand les crises se produisent, et on peut se préparer un petit peu, mais étant donné qu'une crise, elle met à plat un petit peu tout le système, et qu'il faut un peu repartir de zéro pour trouver des solutions, est-ce que c'est pas un peu déculpabilisant en quelque sorte de se dire finalement on verra bien quand ça se produira, et puis on fera face à la crise, et puis on se reconstruira, et puis la résilience finalement c'est ça. Et du coup ça me fait penser à cette question, et je me suis dit là ça peut être intéressant, parce que je pense qu'on n'aurait pas tout à fait les mêmes réponses, mais c'est sûr qu'il y aura des points communs. Je sais pas ce que vous pensez de ça, monsieur Lagadec. Je pense que pour faire face aujourd'hui à l'inédit, il faut avoir beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé. C'est-à-dire que quand on pense exercice, il faudrait être capable de faire des exercices sur des inédits, des très très grandes surprises qui prendraient complètement à l'envers, quoi. Je citais tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à faire un exercice sur l'hypothèse farfelue que M. Trump ait un problème majeur avec sa majorité toute relative, à brève échéance? Comment on réagit? Il faut tout repenser à toute vitesse. Il ne s'agit plus de mettre de droite douane ici. Comment je fais avec un pays en très très grande difficulté, avec tout ce qui se passe au niveau mondial à ce moment-là, avec une carte à nouveau complètement rechaboulée? Est-ce que j'ai le courage de faire un arrêt avec, je sais pas, les dirigeants de l'Europe là-dessus? Pour le moment, c'est inenvisageable, mais ce serait intéressant d'être capable d'avoir cette gymnastique. Si on n'a pas cette gymnastique, ce sera beaucoup trop dur, et ce sera classiquement sidération, manque de réactivité, trop tard, trop peu, à côté de la plaque, etc. Et c'est ça, on dira, puis après on dira, écoutez, de toute façon c'était tellement difficile que c'est pas la peine de faire un retour d'expérience. Ou bien si on en fait un, est-ce que ça peut valoriser tout le monde, et puis c'est pas grave si on n'apprend rien. Et puis de pousser le curseur, j'avais trouvé très intéressant des travaux de chercheurs suisses qui travaillaient sur la question du blackout électrique, et qui disaient que la plupart du temps, on réfléchissait sur les 24 heures, en tablant sur le fait que, oui, mais en 24 heures, tout pays européen aura résolu le problème électrique. Et eux, ils s'étaient amusés à pousser le curseur en disant, mais s'il n'y a plus d'électricité sur 24, sur 48, sur 72 heures, et ils avaient été jusqu'à 1 semaine sans électricité dans à Genève en l'occurrence. Et en fait, ils montraient à quel point l'interdépendance évidemment de tous les réseaux, et en disant que en fait ça conduirait à une guerre civile très très rapidement, parce qu'en fait il y aurait tout simplement plus les moyens de se nourrir, parce qu'on va tous acheter à manger dans des supermarchés avec une carte bleue. Les systèmes qui ferment les portes, ça fonctionne à l'électricité. Le système pour que l'eau arrive chez soi pour boire, ça fonctionne à l'électricité. Et ils avaient poussé le curseur comme ça. Donc effectivement, tout le monde peut se dire, c'est un scénario impossible, etc. Mais je trouvais que l'exercice était intéressant pour voir jusqu'où et quelle résilience on peut avoir. Et je ne sais plus si on avait eu cette discussion sur la résilience, mais de dire, voilà, c'est devenu le nouveau mantra. Et finalement, si on n'est pas mort, on est résilient.
d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être que c'est aussi de s'intéresser un tout petit peu plus aux vulnérabilités, c'est-à-dire aux causes et non pas aux conséquences, pour pouvoir ouvrir d'autres champs de réflexion par rapport à ça. Très bien, merci. Bah, finalement, on a eu des nouvelles choses quand même, mais c'est vrai qu'on tourne autour de ce point de la résilience. C'est pas uniquement recouvrer ses capacités à l'issue d'eux, mais c'est aussi toute la phase amont de préparation, d'études. Donc c'est vrai qu'on rejoint un petit peu tout ça. On va approcher de la conclusion de notre petite émission. Donc je vous propose peut-être de terminer avec une question un peu générale ou voilà, quelques mots un peu généraux sur voilà, la conférence, les points clairs. Alors, moi j'ai assisté au début de la conférence et après j'ai été pris par ailleurs. Donc c'est vrai que toute la question de comment on s'interroge sur les choses avec la résonance avec les outils actuels aussi qui nous fait réfléchir un petit peu différemment. Alors on comprend bien que arriver à se projeter dans le futur aujourd'hui c'est extrêmement compliqué, mais dans un futur qui paraît disons plausible, le plus plausible possible, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en tant que société peut-être pour arriver à faire face aux enjeux de demain? C'est quoi les qualités qu'il faudrait qu'on arrive à développer en tant que société pour faire face aux enjeux qui nous attendent? C'est un peu compliqué, hein. Mais je pense que voilà, je pense que la question est largement à votre portée à tous les deux. Bon, premier point, pour moi, ce serait qu'il y a extrême urgence. C'est-à-dire qu'on va passer avec une série de bouleversements qui, étant donné les réseaux du monde, les déstabilisations multiformes que l'on a, il est à peu près certain que l'on va devoir affronter des situations totalement décoiffantes. Et donc il y a urgence. Il y a urgence à se préparer au niveau du leadership, et au niveau des populations, et entre les deux, au niveau de tous les collectifs dans les organisations, se préparer à affronter en créativité des situations qui n'étaient pas déjà dans les plans. Ça suppose des décisions immédiates de préparation, je dirais d'abord des dirigeants, qui soient capables eux-mêmes de prendre ça en main et de prendre ça sur les épaules. De préparation également des populations, pour être capables d'être ensemble dans l'inventivité en situation compliquée. Et non pas qu'est-ce que fait l'État, où ça en est, attendons, on verra bien. Et après, on part sur les réseaux sociaux en disant n'importe quoi. Il y a vraiment une urgence absolue à prendre ceci en charge. Tout ce que l'on a fait en gestion de crise, ça reste nécessaire. Il faut ouvrir un autre chapitre vers urgente. C'est aujourd'hui comment on navigue dans des situations qui ne sont pas du tout stabilisées et qui vont aller au contraire sur une expansion de la déstabilisation. Et donc c'est notre terrain actuel et la responsabilité, c'est de se dire qu'on est capable de faire face à ça. Et donc on va se donner les moyens de le faire. Et ça suppose une éducation à la fois intellectuelle, organisationnelle et psychique pour faire face à ces situations pour lesquelles il n'y a pas de grand livre du maître, mais sur lesquelles il faut inventer. Voilà pour moi l'urgence, mais tout de suite, au niveau de l'Europe, au niveau de nos pays, au niveau des grandes entreprises, etc. C'est ça qu'il faut travailler. Et donc, moi, ce serait un appel à des bonnes volontés, surtout au niveau du leadership, pour être capable de mettre ça sur pied le plus rapidement possible. Merci. Peut-être Béatrice, une réflexion aussi là-dessus. Oui, c'était aussi toujours dans cette idée de changement de paradigme, il y avait à la fois le fait de se rappeler qu'en fait c'était souvent, et c'est dit avec humour, mais que c'était souvent l'humain qui était le maillon faible. Et que en fait on est vraiment dans une espèce de croyance, parce que ça relève de la croyance qu'on va s'en sortir avec tous les outils qu'on va développer, alors que finalement le cœur du système c'est l'humain, et c'est donc de revenir à ces questions-là qui sont travaillées par mes collègues en psychologie, et la compréhension en fait de ces interactions humaines qui sont au cœur, et de s'appuyer aussi sur d'autres récits,
C'est-à-dire entre le catastrophisme, disant bah voilà, c'est complètement fichu, ou à contrario, non, on va s'en sortir, bah, il y a peut-être des voies alternatives, il y a peut-être d'autres récits je pense qu'effectivement la créativité dont parlait Patrick, bah, c'est aussi, ça passe par l'art, par la culture, par des choses auxquelles on ne pense pas en pensant en gestion de crise et risque et qui peuvent être justement des voies qui, en tant qu'humain, va nous parler demain pour des sociétés assez complexes, quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci. On arrive à la toute fin. Je vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir participé à cette petite émission. C'était très instructif. Je pense qu'on pourra en retirer pas mal de choses. Merci d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à Marine à la régie. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'être venu nous rejoindre en Terre Nimoise, Monsieur Lagadec. Et puis, à très bientôt tout le monde.